Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue. On va consacrer l'intégralité de cette émission à la guerre en Iran, au 3e jour de l'opération militaire menée conjointement par les États-Unis et Israël contre le régime des Mollahs, contre ses alliés également dans la région. Le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort ce week-end et avec lui une quarantaine de hauts dignitaires. Le Pentagone affirme par ailleurs avoir détruit le quartier général des gardiens de la Révolution. Nous frapperons aussi longtemps que nécessaire, préviennent les États-Unis et Israël. Alors faut-il s'attendre à une guerre longue ? Est-ce la fin du régime des Mollahs? Nous en parlerons tout d'abord avec l'historien militaire et spécialiste de stratégie Benoît Billan. Nous analyserons également les risques de l'embrasement dans toute la région avec le géographe et spécialiste de l'Iran Bernard Ourcade. Et puis quel rôle pour la France dans cette guerre? Quelles répercussions également pour la sécurité de nos ressortissants? Nous en parlerons avec l'avocat et essayiste Gilles William Goldnadel. Point de vue, c'est parti. Bonjour Benoît Billan. Bonjour. Historien militaire, spécialiste de stratégie militaire également. Alors, de nouvelles frappes sont toujours en cours à l'heure où nous nous parlons. Frappes israéliennes dirigées contre l'Iran, mais également au Liban, contre le Hezbollah. Le Hezbollah qui avait également visé Israël hier soir par des frappes. Ce matin, le porte-parole de l'armée israélienne prévient à propos du régime des Mollahs iraniens. Nous frapperons de plus en plus les éléments clés de ce régime. Nous continuerons à intensifier les dommages, alors que 3 soldats américains ont été tués hier soir dans des tirs de riposte iraniens. Quels premiers enseignements militaires tirez-vous de ce qui s'est passé ce week-end? Et est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur des combats et puis par l'ampleur quand même de cette offensive conjointe entre Israël et les États-Unis? Ce qui a été surprenant, c'est le timing du déclenchement, c'est-à-dire que on était encore dans une séquence où on avait l'impression que la place était plutôt à la négociation. Et on commençait à douter finalement de la volonté américaine d'engager des moyens militaires. Exactement. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette accélération? Est-ce que c'était une décision prise en réalité depuis longtemps? C'est ce qui semble émerger à la lecture de la presse outre-Atlantique. Et en fait, finalement, ce qui était attendu, c'était une opportunité de frapper, et notamment de frapper probablement Ali Khamenei et une partie des hauts responsables iraniens. Et donc, en fait, la fenêtre d'opportunité s'ouvrant, ça a accéléré le calendrier ou ça a déclenché le début de l'offensive. Maintenant, la question qui reste assez entière, c'est la réalité ou le réalisme des buts de guerre affichés, c'est-à-dire le changement de régime. C'est pas parce qu'une partie de la tête du régime a été décapitée que celui-ci va forcément s'effondrer. Et donc ça, pour l'instant, on n'est pas en mesure de savoir si c'est réaliste, sachant qu'historiquement, la puissance aérienne, ça ne fait pas tomber les régimes. Ça permet de créer des conditions d'autre chose, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille prendre le pouvoir physiquement. La question, effectivement, d'une force terrestre ou pas, en tout cas, ça n'est pas envisagé pour l'heure. On va parler de tout cela. Ali Khamenei, qui donc a été tué ce week-end, Donald Trump affirme que 48 autres hauts dignitaires du régime ont également été tués. Est-ce que cette offensive est, au moins à première vue, selon vous, un succès pour les Américains ? C'est trop tôt pour le dire, tout simplement pour cette question des buts de guerre que je détaillais. D'un point de vue technique, que ce soit sur la qualité du renseignement israélien et américain, et puis la capacité de frappe, oui, indéniablement, la performance est au rendez-vous, mais on n'en doutait pas vraiment. Maintenant, la question, c'est plus, est-ce que ça va permettre d'atteindre les buts recherchés ? Les buts politiques, donc la chute du régime, je dirais ça c'est un but, j'ai le sentiment que c'est peut-être un but principal pour les Israéliens, sans doute un but plus secondaire pour les Américains. Ce sur quoi les deux alliés s'entendent, c'est en revanche la destruction des capacités balistiques, notamment iraniennes. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas. Les Israéliens affirment avoir détruit à peu près la moitié du stock de missiles, mais en réalité, on n'a pas de moyen de confirmer de manière indépendante ces chiffres. Et pour y parvenir, en tout cas, les deux alliés ont promis que les bombardements dureraient aussi longtemps que nécessaire. Ça veut dire combien de temps, ça ? Ça, c'est une vraie question parce que, de part et d'autre, les stocks de munitions ne sont pas infinis. Pour les Américains et les Israéliens et les autres pays du Golfe, puisque l'Iran a décidé dans sa riposte d'élargir ses frappes à des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn également, la question c'est: est-ce que les stocks de munitions offensives vont permettre de maintenir une intensité des frappes équivalente à celle qu'on observe depuis samedi
dans la durée, il y a probablement un moment où les stocks de missiles de croisière Tomahawk, par exemple, vont être épuisés. Et donc, il faudra passer à des frappes plus ponctuelles, plus lentes, ou alors avec des types de munitions qui supposeront de s'exposer davantage, c'est-à-dire de voler plus au-dessus du territoire iranien qu'en dehors du territoire iranien, comme c'est le cas actuellement. Et puis de l'autre côté, il y a la question des munitions défensives, c'est-à-dire si les Iraniens arrivent à maintenir des contre-frappes à un niveau d'intensité équivalent à celui qu'on observe là encore depuis quelques jours, eh bien les intercepteurs, les missiles Patriot, les missiles Arrow, tous ces missiles de défense aérienne vont aussi s'épuiser, et donc le risque, ça sera que la coalition soit à découvert face aux frappes iraniennes. Donc il y a une question de gestion des stocks de part et d'autre qui n'est pas du tout évidente et qui va être vraiment la vraie limite temporelle de ces opérations. Est-ce que vous avez le sentiment malgré tout qu'on est parti pour une guerre longue ? On sait que ça n'est pas du tout, a priori, ce que souhaite Donald Trump. Non, ça n'est pas ce que souhaite Donald Trump. C'est pas non plus ce que nous disent les capacités militaires en place. C'est-à-dire que les capacités militaires qui ont été déployées sont adaptées à des frappes de haute intensité pendant une durée relativement brève ou des frappes à moyenne ou basse intensité pendant une durée plus longue. Si le régime ne s'effondre pas rapidement, la question va se poser de l'utilité réelle de ces frappes et de ne pas rentrer dans une logique qui serait interprétée politiquement comme un enlisement aux États-Unis. Un élément qui peut influer sur tout cela, sur la suite de cette guerre, et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est que les fameux buts de guerre ne sont pas forcément complètement alignés entre les Américains et les Israéliens. Non, les Israéliens, très clairement, veulent la fin du régime iranien, y compris parce qu'il y a une partie des Israéliens qui verraient bien un Iran démocratique comme nouveau meilleur allié d'Israël dans la région à terme. Les Américains, ils ont d'autres préoccupations. Donald Trump a des élections qui arrivent au mois de novembre au Congrès. Donc il doit faire vite. Et donc lui, il est pressé par le temps. Et donc c'est pas du tout. Et puis lui, il est loin, donc il peut se permettre de se retirer et puis d'attendre le round d'après. C'est plus compliqué pour les Israéliens. Pour autant, on n'est pas, on le voit dans l'intensité quand même des opérations. On n'est pas du tout dans un scénario à la Venezuela où on va supprimer la tête de la pieuvre, mais peut-être garder finalement le régime. Là, on voit qu'il y a quand même un objectif qui est beaucoup plus ambitieux, j'allais dire, de la part des Américains. D'abord parce qu'il y a un réel objectif militaire. Au Venezuela, moi je continue de me poser la question de savoir dans quelle mesure il n'y a pas eu un deal passé au préalable avec une partie du régime pour se débarrasser de Maduro et puis en rester là. En revanche, là, en Iran, il y a quand même cette volonté de démanteler l'arsenal de missiles iraniens, et ça prend nécessairement du temps, parce qu'il faut traquer les missiles, il faut traquer les lanceurs, il faut détruire les stocks, détruire les capacités de production. Et ça prend nécessairement un certain temps pour être sûr que tout ça a été détruit. C'est pas extrêmement efficace. Encore une fois, si vous n'êtes pas en mesure d'aller occuper les usines, vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y a pas de capacité de reconstitution. Est-ce que cette offensive marque la fin inéluctablement de ce régime des mollahs ? Encore une fois, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Le régime des mollahs, dans sa configuration actuelle, me semble pas être viable économiquement sur la durée. On le voit, la première motivation des manifestations, c'est la situation économique désastreuse de ce pays. Le régime est très fragile, c'est sûr. Maintenant, la fin, qu'est-ce que ça veut dire la fin du régime des mollahs ? Est-ce que c'est les gardiens de la révolution qui prennent le pouvoir ? Est-ce que c'est une transition démocratique ? Honnêtement, aujourd'hui, le régime des mollahs n'est pas encore tombé, donc il est vraiment trop tôt pour spéculer là-dessus et je m'en garderai bien. Il est trop tôt également pour s'avancer sur le fait que le programme nucléaire iranien soit définitivement mort et enterré, clairement ? Oui, il est trop tôt. Maintenant, il ne faut pas oublier que la volonté de l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, elle ne date pas des ayatollahs. Le Shah avait déjà caressé cette ambition en son temps, et donc rien ne dit que le futur régime iranien n'aura pas lui aussi la volonté de devenir une puissance nucléaire. Il y a une dimension de bombe perse qui est plus civilisationnelle que politique, que liée au Mollah strictement, je pense, dans cette affaire. Alors, on l'a dit, tout cela ne se déroule pas uniquement en Iran, puisque Israël continue de mener des frappes, à l'heure où nous nous parlons d'ailleurs, des frappes très importantes, en particulier au Liban, contre le Hezbollah. Le Hezbollah qui lui-même avait, je l'ai dit, frappé Israël hier soir. Clairement, il y a un risque d'engrenage désormais qui est absolument majeur.
Il y a un risque et ça semble être ce qu'essayent de pousser les Iraniens en frappant non pas seulement les bases militaires américaines et Israël, mais en élargissant à des cibles comme Dubaï par exemple. Il n'y a pas de cible militaire à proprement parler. Les Iraniens semblent essayer de jouer la régionalisation du conflit, peut-être pour pousser les pays arabes du Golfe à faire pression sur les États-Unis pour que les opérations s'arrêtent rapidement, ce qui permettrait au régime de souffler et puis d'afficher une victoire symbolique. Mais il peut y avoir aussi une tentation du pire, c'est-à-dire le régime, voyant que la situation lui échappe, peut être tout à fait tenté de mettre la région à feu et à sang pour se venger, je dirais. Est-ce que ça, c'est un risque réel, effectivement, ce durcissement du régime au moment où, justement, il est attaqué jusque dans ses fondements même? Durcissement, oui. Maintenant, la réalité, c'est aussi que le régime iranien a perdu beaucoup de sa capacité de nuisance régionale parce qu'une bonne partie de ses proxys ont quand même été largement attaqués et démantelés par les Israéliens en partie et puis par les Américains, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie ou que ce soit au Liban, puisque le Hezbollah lui-même est en réalité très affaibli. Son commandement a été décapité il y a quelques mois et puis il a perdu beaucoup de ses capacités militaires. Et justement, d'ailleurs, le Hezbollah, donc on évoquait ces frappes qui se tiennent en ce moment même au Liban. Quels sont là aussi les objectifs de guerre américains et israéliens? L'objectif, c'est d'éradiquer le Hezbollah. Est-ce que c'est vraiment possible? C'est difficile parce que le Hezbollah au Liban, c'est aussi un mouvement politique ancré dans la société libanaise. Maintenant, éradiquer le Hezbollah en tant qu'organisation militaire, c'est pas fait, mais elle est déjà très très affaiblie. Donc il y a, je pense, une volonté de frapper fort pour dire au Hezbollah, vous savez, restez en dehors de ça. Si vous tenez à la vie, restez en dehors de ça, sinon on vous frappera très durement. Parce que les Israéliens ne vont pas non plus pouvoir disperser indéfiniment leurs moyens de frappe dans l'ensemble de la région. Ils veulent pouvoir se concentrer sur l'Iran, donc ils ont quand même besoin que le Hezbollah se tienne tranquille. Alors la grande question, et vous l'avez dit, c'est maintenant quel est le niveau de représailles effectivement que sont capables d'infliger les Iraniens. Comment est-ce que vous évaluez cette capacité de riposte? On l'a dit, d'abord une stratégie qui n'était pas forcément évidente en soi. Ils ont donc décidé de frapper un petit peu partout dans la région plutôt que de viser par exemple exclusivement Israël comme ils avaient pu le faire par le passé. Ça dit quelque chose peut-être de ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec des frappes effectivement plutôt sporadiques pour gérer les stocks. Que va faire l'Iran? C'est difficile évidemment à imaginer, mais dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines. Ce qui semble se dessiner, c'est une stratégie effectivement de frappe élargie, alors qui a plusieurs avantages pour les Iraniens. Ça leur permet d'utiliser des types d'armes qui ne peuvent pas atteindre Israël, parce qu'elles n'en ont pas la portée, mais qui par contre peuvent atteindre les pays du Golfe. Et ce faisant, fixe aussi une partie des moyens défensifs américains. C'est-à-dire, si vous êtes en train d'intercepter des drones au large de Bahreïn, vous n'êtes pas en train d'intercepter des drones ou des missiles qui vont vers Israël. Donc il y a une volonté d'user les défenses dans la durée. Et une fois que ces défenses-là seront usées, de frapper de manière peut-être plus massive Israël. La vraie inconnue, c'est l'état des stocks à longue portée iraniens, qui ont quand même été consommés en partie pendant la guerre des 12 jours, qui n'ont pas été pleinement reconstitués. Et donc, en fait, il y a cette gestion des stocks offensifs, avec en face la question des stocks d'intercepteurs antimissiles, qui n'est pas non plus extensible, sachant qu'il y a une équation militaire qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, en général, pour abattre un missile balistique, vous allez rarement tirer qu'un seul missile intercepteur. Vous en tirez souvent 2, voire 3, voire plus, des fois, selon la performance du missile attaquant. Et donc, forcément, les stocks défensifs s'usent plus vite plus rapidement que les stocks offensifs. Et en plus, les stocks offensifs, vous pouvez utiliser des drones, des leurres, vous pouvez utiliser des missiles de moindre qualité. Le défenseur est quand même obligé de traiter cette menace, et donc ça use ses moyens, et puis au bout d'un moment, vous n'avez plus de défense. C'est ce qu'on observe au-dessus de l'Ukraine aujourd'hui. L'usure des défenses permet ensuite de mener des frappes qui, elles, finissent par passer outre et faire des vrais dommages. Ils ont quand même frappé un certain nombre de bases américaines, notamment dans le week-end, au Koweït, à Abu Dhabi, également aux Émirats Arabes Unis. C'est une menace qui est réelle. Les Américains, qui ont d'ailleurs déjà perdu des soldats dans cette guerre, ils vont eux aussi payer un tribut à cette guerre. Oui, Donald Trump a été explicite dans ses allocutions dès le début, en disant qu'il y aurait des pertes. Et donc ça a été assumé par la direction politique américaine. Les Américains, ceci étant, dans les semaines qui ont précédé l'offensive,
ont réorganisé, réarticulé leur dispositif au Moyen-Orient pour évacuer toute une partie de ces bases qui sont frappées aujourd'hui, où en fait il y a des personnels, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en a en temps ordinaire. Donc ça limite les risques de perte. Maintenant, c'est évident que la volonté de l'Iran, c'est de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire la volonté politique américaine. C'est toujours un petit peu la même logique. Si on inflige des pertes dans un conflit qui n'est pas très populaire aux États-Unis, ça peut faire pression sur l'administration américaine pour arrêter les frais. Et jouer effectivement, évidemment, sur les consciences et puis sur le fait, évidemment, que le peuple américain ne voit pas forcément d'un bon œil ce nouvel engagement américain. Est-ce que c'est ce qui se passe là ces derniers jours, c'est au fond un nouveau Irak 2003, ce sera l'Irak 2003 de Donald Trump quelque part? Pas nécessairement, parce qu'en fait, l'Irak, ce qui avait été coûteux, c'est pas l'invasion initiale de l'Irak, c'est l'occupation, la très longue occupation, et puis cette guérilla qui faisait monter les pertes humaines américaines. Donald Trump ne fera pas cette erreur-là. De toute façon, là, pour l'instant, les troupes, il n'y a pas de troupes américaines prêtes à être déployées au sol en Iran. Donc, ça a été très clair. Les Américains ont dit no boots on the ground, c'est-à-dire pas de troupes au sol, pas de bottes de GI sur le terrain. Donc, ça limite malgré tout l'exposition du personnel. Même il peut y avoir des pertes sur les bases, on parle de quelques milliers de soldats à chaque fois sur une base, donc c'est des pertes qui vont se chiffrer à l'unité. C'est pas du tout des brigades ou des divisions que vous avez déployées sur le terrain et qui sont exposées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la menace. Vous pensez qu'il n'y a aucune hypothèse dans laquelle Donald Trump envisage aujourd'hui d'envoyer des troupes au sol, ce qui pourrait effectivement faire le game changer dans le fait de supprimer le régime, d'abattre le régime? Envahir l'Iran, c'est extrêmement compliqué. D'abord parce que les lignes de communication américaines devraient forcément traverser l'Irak, traverser des pays qui ne sont pas forcément favorables à cela. Donc la question, c'est d'où est-ce qu'on se déploie. Ensuite, c'est un pays qui est immense. Et puis, déployer une armée pour envahir un pays, ça prend des mois et des mois et des mois et énormément de capacités logistiques. Il n'y a pas de soldats américains aujourd'hui qui sont... ces divisions-là, elles sont pas au Moyen-Orient. Donc, si ça devait arriver, ça prendrait plusieurs mois. L'invasion de l'Irak de 2003, donc c'est février 2003, le déploiement des troupes américaines commence dès 2001 en réalité. Donc, il y a une lente montée en puissance dans la région qui n'existe pas aujourd'hui. Et on n'est pas du tout effectivement dans le même scénario. Côté français, la base navale française d'Abu Dhabi a donc été ciblée par cette attaque de drones iraniens. Nos forces, nos compatriotes au Moyen-Orient sont directement impactés. Beaucoup sont, à l'heure où on se parle, totalement confinés. Là aussi, comment est-ce que vous évaluez le risque pour les intérêts français dans la région? Il y a un risque qui est d'abord un risque économique, c'est-à-dire les liens économiques que nous avons avec les pays du Golfe. Si l'économie de ceux-ci venait à être affectée par les événements en cours, il y aurait des conséquences sur les entreprises françaises dans la région. Il y a effectivement un risque physique pour les ressortissants français. Et puis après, il y a des répercussions plus larges, en particulier sur le coût de l'énergie, qui a déjà commencé à augmenter en ce début de semaine, sur une interruption éventuelle du détroit d'Ormuz, qui reste l'une des armes à la disposition du régime iranien, et pour essayer de miner le détroit, d'interrompre complètement le trafic maritime. Il y a déjà eu des répercussions sur les primes d'assurance des navires. Et donc tout ça va avoir un impact forcément économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la France, qui est liée au demeurant par des accords de défense, notamment avec les Émirats arabes unis, s'investit dans la région, au moins pour défendre ses intérêts. Est-ce qu'en ce sens, la France est en train d'entrer dans cette guerre? On pourrait y être entraîné, oui, ça fait partie des hypothèses. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Alors, quand vous frappez une base militaire française à l'étranger, ça veut dire que la France est déjà impliquée de fait dans la guerre. On a des troupes dans la région, on a des moyens dans la région, on a des intérêts dans la région, donc on est concerné à minima. Pour l'instant, on ne participe pas aux opérations. Merci Benoît Billard, merci beaucoup d'avoir été avec nous, historien militaire, spécialiste de stratégie. Et je rappelle que vous êtes en librairie cette semaine avec la sortie de Stratégia, auquel vous avez contribué. Voici le livre avec Patrick Bouet, Alexandre Svetchine. Et puis je mentionne également votre précédent ouvrage, ça s'appelle Conduire la guerre, ouvrage qui fait référence, coécrit avec l'historien Jean Lopez. On continue d'analyser les suites, les conséquences de cette offensive en Iran. Quel est le risque d'embrasement sur l'ensemble de la région? Écoutons Donald Trump hier depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities,
Iranian air defense systems. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Our resolve, and likewise that of Israel, has never been stronger. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons, would allow them to extort the world to their evil will. Not going to let it happen. Bonjour Bernard Ourcade. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes géographe, spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. Alors cela fait plusieurs mois que l'on scrutait de près les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur fond de déploiement massif évidemment de cette armada américaine aux portes de l'Iran. Il y avait deux solutions au fond. Il y avait la solution peut-être de l'embrasement imminent et puis celui de l'hypothétique réconciliation. C'est donc le premier qu'ont choisi les Américains. Est-ce que c'est une surprise en soi ? Oui, parce que je pensais que cette fois-ci, la négociation était bien partie. J'étais surpris par le fait qu'on voyait les risques de guerre, l'armada, des télévisions étaient pleines des porte-avions, des missiles, etc. Et on ne disait pas un mot de ce qui se passait à l'intérieur du régime iranien pour la négociation. Vous pensez que les États-Unis croyaient vraiment en ces négociations ? Ils les voulaient. Et je crois qu'actuellement aussi, on va en reparler, je pense, Israël et les États-Unis n'ont pas du tout le même agenda, le même but de guerre concernant ces éléments-là. Je regarde, moi personnellement, je ne suis pas spécialiste militaire ni relations internationales, mais je regarde un peu ce qui se passe en Iran. Les massacres du mois de janvier ont été la goutte d'eau, c'était plus qu'un crime, c'est une faute politique des plus radicaux. Ils sont allés trop loin. Et à l'intérieur du régime, les fissures sont devenues des fractures. Et donc, à l'intérieur du système, la négociation avec les États-Unis était une possibilité qui avait commencé. Les négociations ont repris pour la Xème fois. Mais après le mois de janvier, c'était pas un souhait, c'était une nécessité de trouver avec les États-Unis une coexistence pacifique. Et le mot vient d'Araghchi, le négociateur iranien, le ministre des Affaires étrangères, qui disait le 4 novembre 1979, la prise en otage des diplomates américains a créé un conflit fondamental entre l'Iran, la République islamique plutôt, et les États-Unis d'Amérique. C'est le grand Satan, c'est la lutte contre le diable, etc. Et donc la guerre Irak-Iran est partie de cela, et tous les conflits de la région sont fondés sur cet antagonisme. Est-ce que, en ce sens, ces négociations n'étaient pas justement, du coup, vouées à l'échec depuis le départ ? Non, parce que tout le monde sentait qu'après 50 ans, le régime islamique était affaibli considérablement, et qu'il fallait en sortir. La négociation sur le nucléaire en 2015 avait abouti à quelque chose de sérieux qui aurait pu aboutir à un changement de régime, évolution sociale en Iran et le début d'un apaisement des relations entre l'Iran et les États-Unis. Ça n'a pas fonctionné parce que l'Israël et les États-Unis étaient contre et aussi parce que les radicaux en Iran étaient contre. Mais c'est aussi parce que l'accord était avec les États-Unis, mais aussi les Français, les Allemands, les Anglais, les Russes, les Chinois, tout le monde y était. Donc c'était pas le face-à-face, c'était pas le fond du problème qui était la relation Iran-États-Unis. Vu tout ce qui s'est passé, nous étions en janvier, début janvier, dans une situation où les États-Unis croyaient possible justement cette accord de paix dont Trump voudrait être le porteur, et trouver enfin une solution radicale et durable à la relation Iran-États-Unis. Et côté iranien, il n'a pas le choix. Contraint et forcé, pour sauver ce qui reste de la République islamique, de négocier avec les grands satans. Finalement, donc, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et je me pose des questions de pourquoi. Parce que Trump avait encore la veille dit les Iraniens n'ont pas encore accepté tout, mais c'est en bonne voie. Côté iranien, après la deuxième séquence de négociations à Genève, les Iraniens disaient tout n'est pas réglé, mais politiquement, les grandes questions ont été posées. Autrement dit, et en particulier, ce qui m'a frappé, c'est le fait que le ministre iranien des Affaires étrangères disait « Nous sommes prêts à donner aux Iraniens, aux Américains, des assurances d'investissement économique massif et rentable à court terme. »
Si j'étais M. Trump, je serais intéressé par ça. Donc, la question était aussi la levée des sanctions américaines sur l'Iran, économiques, qui pèsent depuis 40 ans sur l'Iran et qui provoquent, qui permettent la corruption et qui permettent le système. Les États-Unis se sont rendus compte qu'ils enrichissaient le système, ils nourrissaient le système de la République islamique et toute cette corruption qui dirigeait le régime. Et donc, il fallait tirer un trait de cela. Et l'affaiblissement de l'Iran, après janvier en particulier, faisait que les conditions étaient réunies. Ça n'a pas fonctionné parce que je crois que c'est le duo Israël-États-Unis qui a dérapé peut-être. Et c'est évidemment, effectivement, Benyamin Netanyahou qui, en tous les cas, a pesé de tout son poids pour que cette offensive ait lieu. Pourquoi Israël, d'ailleurs, a parlé de frappe préventive dans un premier temps ? Préventive, c'est l'idée en Israël qui est assez banale maintenant, de dire que l'Iran est un danger essentiel, existentiel, et que potentiellement l'Iran est une menace. Et c'est là qu'il y a une chose très importante. J'ai écouté votre débat tout à l'heure, et le fait que les Israéliens voudraient une chute du régime, oui. La chute de la République islamique, personne ne va la regretter, à commencer par les Iraniens, pour au moins 90% des Iraniens. Mais pour Israël, ils n'ont pas de crainte militaire. J'étais souvent en Israël pour discuter des questions de sécurité et de nucléaire, disant nous avons 150 ou 200 têtes nucléaires, c'est pas l'Iran qui nous fait peur sur le plan militaire. Mais nous ne voulons pas que l'Iran, et même si le fils du chat revenait, ait une capacité à faire une arme nucléaire du point de vue politique. Avoir une arme nucléaire, ça signifie une puissance politique, une domination, être membre du Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Donc, ce que craint Israël, ce n'est pas le régime iranien, qui est détestable, mais bon, c'est pas le pire peut-être. C'est l'État iranien fort. Israël veut un Iran faible. Il veut le chaos en Iran, à la limite. Si le chaos est un moyen d'affaiblir l'Iran. Ou un Iran à la botte des États-Unis. Il ne faut pas rêver. Les Israéliens savent très bien que l'Iran est un pays très nationaliste, où l'indépendance est fondamentale dans la culture iranienne depuis toujours, depuis l'histoire. Et donc, tous les Iraniens sont d'accord sur le nationalisme et l'indépendance. Et donc, penser que l'Iran d'aujourd'hui pourrait être comme l'Iran du Shah, un pays inféodé aux Américains, c'est utopique. La République islamique a quand même marqué les esprits, les gens sont là, donc penser que l'Iran sera allié des États-Unis ou allié d'Israël, c'est une utopie. En Israël, on est très réaliste. On voit les questions de façon très concrète. Et pour eux, le futur on le souhaite, mais dans l'immédiat, pour les 10 ans qui viennent, il faut que l'Iran soit un pays faible, donc faisant en sorte que l'Iran soit affaibli, d'où la solution militaire qui est proposée à Trump, en lui disant « Monsieur le Président Trump, vous voulez une négociation, on est d'accord. Mais les Iraniens sont trop forts actuellement, et la meilleure façon de pouvoir combiner votre projet de négociation et mon souhait d'affaiblir l'Iran, c'est d'attaquer. » De les affaiblir en profondeur. Alors, mais justement, Donald Trump a annoncé dès hier qu'il allait parler aux nouveaux dirigeants iraniens. Mais qui sont ses interlocuteurs aujourd'hui et qu'est-ce qui peut aboutir à ce stade, alors que les frappes continuent encore une fois d'intervenir, qu'est-ce qui peut aboutir de telles discussions ? Justement, c'est qu'en Iran, les gens, y compris au plus haut niveau de l'État, et surtout après la mort de Khamenei, se rendent compte que la situation est extrêmement tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Autrement dit, qu'il y a même dans le régime des gens qui étaient les plus radicaux, qui ont du sang sur les mains, qui ont été corrompus. Tout ce que vous voudrez, ils l'ont fait. Mais ils sont assez rationnels et disent, pour sauver ce qui peut l'être encore, sauver ma peau, ou sauver mes capitaux, sauver ce qui reste de la République islamique, il faut bien accepter de négocier avec les Américains. Et donc, peut-être qu'il y a 3 mois, j'étais contre une négociation avec les Américains. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Et il y a dans le régime islamique des gens qui, effectivement, sont prêts, et ils l'ont montré à plusieurs reprises. Ils ont le numéro de téléphone de Witkoff, ils ont le téléphone de qu'il faut, ils ont des amis aux États-Unis. Et tout bon diplomate ou chef d'État sait très bien que tout en faisant des discours, je négocierai jamais avec l'adversaire, on fait des canaux discrets pour avancer de ce point de vue-là. Ce qui peut tout changer, c'est également le rôle de l'armée, le comportement de l'armée qui soutient encore aujourd'hui les mollahs. Ça peut avoir un impact considérable. C'est quelque chose à regarder, à suivre de très très près, évidemment, dans la suite justement de cette révolte populaire qui pourrait peut-être aboutir à terme à la chute du régime. L'armée iranienne actuelle est certes indépendante des gardiens de la Révolution, mais ils sont très proches des gardiens de la Révolution. Beaucoup de chefs de l'armée ont été jadis gardiens de la Révolution, ils ont été formés par eux, ils sont passés à l'armée. Bref, il y a une fusion entre les deux. Et de penser que l'armée iranienne nationale soit un élément d'opposition à la gardienne de la Révolution, c'est possible dans les multiples configurations que l'on peut mettre en place. Mais ce n'est pas de là qu'il faut voir. Vous ne voyez pas l'armée lâcher les mollahs ? Non, je vois plutôt les gardiens de la Révolution lâcher les mollahs.
Il faut bien voir que les mollahs, j'aime bien cette expression parce que les mollahs, dans la culture iranienne, sont des gens plutôt sympathiques et proches du peuple, etc. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais les gardiens de la Révolution, en tant que corporation, et ce n'est pas les gardiens d'aujourd'hui, les quelques 150 000 hommes qui font partie de l'armée des gardiens de la Révolution, qui sont une branche de l'armée iranienne. C'est tout le réseau des anciens combattants qui, dans le politique, dans l'économie, dans tout ce que vous voudrez, tiennent le pays. Ils sont opposés au réseau des mollahs, qui sont des religieux. Ils sont de cultures différentes. Et quand vous discutez avec un gardien de la Révolution, j'ai eu l'occasion de discuter avec des hauts gradés gardiens de la Révolution qui se sont reconvertis en universitaires. Donc nous sommes universitaires et on se retrouvait ensemble à discuter. J'étais un ancien général. Bon, moi, je suis universitaire. Ces gens-là détestent les mollahs parce qu'ils disent ces gens-là sont des idéologues. Moi, je suis un combattant. J'ai une formation différente. Et en matière de corruption, je compte bien sur l'appui de mes amis des mollahs. On défend la République islamique tous les deux, mais on a des intérêts divergents. On n'est pas les mêmes. Et donc, chez les gardiens de la Révolution, on a des gens qui ont abandonné les idées révolutionnaires de renverser Israël, etc. C'était des idées de jadis qui ont pour intérêt de sauver leur peau et de sauver leurs intérêts. Et donc, les divisions, il faut les voir à l'intérieur du système, au cœur du système, parce qu'effectivement, ce qui est en jeu, c'est la survie de la République islamique pour eux. Et donc, c'est du cœur qu'on va trouver les éléments de faiblesse, et c'est pas l'extérieur, c'est pas la périphérie. Est-ce que pour autant, pour continuer d'évoquer l'extérieur, est-ce que en l'absence d'une intervention terrestre, et ce qui pour le moment est effectivement exclu, est-ce qu'on peut imaginer malgré tout un changement de régime ? Oui, le changement de régime, il est inéluctable. Je veux dire par là, c'était l'agenda de 2015 pour tout le monde. En 2015, l'accord sur le nucléaire faisait que la bourgeoisie iranienne moyenne, les gens qui sont dans les grands ministères, la haute administration, étaient prêts à changer et à dire, écoutez, comme à l'époque du Shah, nous sommes actuellement des gens assez adultes, on n'a pas besoin d'une dictature du Shah et aujourd'hui, pas besoin de dictature militaire. Donc vous pensez que c'est possible, sans intervention armée, sans que quelqu'un vienne vraiment prendre le pouvoir physiquement, vous pensez que c'est possible ? L'intervention armée renforce les radicaux aujourd'hui. Qu'ont fait les radicaux ? Ils ont bombardé tous les pays avoisinants et Israël, parce qu'ils sont attaqués et donc il y a une unité nationale pour combattre l'ennemi. Donc la guerre actuellement renforce les radicaux. Mais ils savent très bien aussi, certains nombres dans le système, se rendent compte que bombarder Abu Dhabi, Dubaï ou le Koweït, même Oman, c'est suicidaire un petit peu. Et c'est dangereux. Donc un certain nombre de gens du cœur du système disent qu'il faut que ça change. Et donc l'élimination de Khamenei est un verrou qui a sauté, incontestablement. Mais ça ne résout pas tous les problèmes, parce que c'est un réseau qui est en place. Autrement dit, le changement politique est à trouver, et il y a dans le cœur du régime, et on pourrait donner des noms, donnant de noms, puisqu'on les donne. Allez-y, je vous en prie. C'est M. Larijani, par exemple. Larijani, qui est le secrétaire général du Conseil national de sécurité, la plus haute autorité qui contrôle la sécurité iranienne. Tiens, il n'était pas dans la réunion d'hier où le guide a été tué avec tous les chefs militaires. C'est intéressant. Vous pensez que ça n'est pas anodin ? Dieu l'a protégé. Il est toujours vivant, il est toujours là, et c'est un homme clé. Fils de grand ayatollah, ancien président du Parlement, bref, il a trempé dans tout ce que la République islamique a de pire. Mais justement, il est au cœur du régime et est capable d'imposer éventuellement sa décision parce qu'on ne peut pas l'accuser de traîtrise. Il y a d'autres personnes pour remplacer le guide. Il va être remplacé un de ces jours. On parle de qui ? On peut mettre un radical. Certains aussi rêvent. Le petit-fils de Khomeini, Hassan Rouhani, le petit-fils qui est un religieux très important, qui dit « Mon grand-père, dans sa grande sagesse, a fait un régime islamique avec à la tête un pouvoir fort du clergé. » Nous sommes 50 ans plus tard. Et aujourd'hui, le guide de la République islamique ne doit pas s'occuper de politique, il s'occupe de religion. Et donc a une vision radicalement différente. Je fais du discours un peu d'un optimisme un peu naïf, mais il y a dans le cœur du système suffisamment de gens intelligents en Iran pour essayer de trouver où est l'intérêt national. Ne pas oublier que l'Iran est une nation forte, unie. Et les révoltes de Mahsa Amini sur les femmes ont montré que les différences culturelles entre les Kurdes, les Balouches, etc., ça s'est effacé en Iran. Toutes les filles iraniennes de 20 ans ont le même esprit, la même volonté. Donc il y a une idée nationale très très forte, culturelle très forte. Tout le monde veut des changements en Iran. Et demande un changement du régime. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime tel qu'il existe dispose de soutien encore dans la région à l'heure où, on l'a dit, ils ont plutôt choisi l'option de bombarder un peu à droite à gauche ? Oui, ils espèrent que les voisins qui étaient en train de devenir des amis feront pression sur les Américains pour dire « Regardez, c'est la guerre, on ne peut pas accepter cela. » Et donc, ça viendra de là. Mais je regarderai plutôt le changement du côté de la majorité silencieuse en Iran. On parle beaucoup des 10-15% d'Iraniens qui sont déterminés à soutenir la République islamique, ils existent, c'est bien clair.
On parle aussi, d'autre côté, du peuple iranien qui se révolte. Je ne sais pas ce que c'est que le peuple iranien. Il y a en Iran des gens très différents. Et penser que tout le monde s'est révolté en Iran, ce n'est pas le cas. Dans les manifestations du mois de janvier, il n'y a pas eu des millions de personnes dans la rue. Au total, oui, il y a des millions. Il y a une volonté de changement incontestable. Mais il n'y a pas eu cette majorité silencieuse qui n'ont pas manifesté et qui voudraient qu'il y ait un changement. Ils veulent le changement de façon irréductible, mais dans la stabilité, pas de guerre interne. Et donc aujourd'hui, la guerre les pousse au contraire à dire « nous refusons la guerre », encore plus que le régime islamique qui est là, et donc trouvons une solution avec les Américains pour cesser cette guerre, même avec Israël s'il le faut, nous voulons la stabilité. Et cette majorité silencieuse ne s'est pas exprimée. Elle pourrait s'exprimer maintenant si en Iran il y avait une crédibilité de quelqu'un qui dise « j'arrête la guerre, je trouve une solution aux États-Unis, j'arrête le pouvoir des mollahs », il trouverait peut-être des millions de personnes dans la rue pour dire « ce n'est pas parfait, mais on va vers un changement profond de politique et de régime à terme ». Un élément qui pourrait avoir son importance, qui va avoir son importance, et c'est déjà le cas évidemment, dans la suite des opérations, c'est la question du transit pétrolier. Et on l'a évoqué, le détroit d'Ormuz qui est aujourd'hui totalement bloqué, avec un trafic totalement interrompu. C'est par là que transite près de 90% des flux de pétrole mondiaux. Ça peut jouer inévitablement sur la suite des événements. Oui, mais pour l'Iran, ça ne va pas durer, parce que c'est par là aussi qu'ils exportent leur propre pétrole. Autrement dit, le blocage des détroit d'Ormuz, c'était très important en 1970, 80, 90. Aujourd'hui, c'est moins important, même si c'est évidemment extrêmement stratégique. Donc, le prix du pétrole risque de monter maintenant à court terme, mais ce n'est pas une solution durable. Par ailleurs, l'Iran... Ça peut toucher l'Iran elle-même, qui a besoin également. Exactement, parce qu'un petit détail, l'Iran exporte du pétrole brut en Chine, et l'Inde, mais importe du pétrole, de l'essence et du fioul. L'Iran, en effet, n'a pas de raffinerie suffisante, et donc a besoin d'importer du pétrole raffiné, et donc la fermeture du détroit d'Ormuz handicaperait un petit peu l'économie internationale, mais handicaperait à court terme très fortement l'économie iranienne. Ce qui est certain, Bernard Orcade, vous qui avez vécu dans la région, c'est que le Moyen-Orient ne sera plus jamais le même après ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Incontestablement. Et on va maintenant trouver des solutions un peu durables. Ça n'est fini de ces guerres qui n'en finissent plus. La solution durable, c'est trouver un accord durable entre États-Unis et Iran. Et c'est ça la clé du sujet et la clé finalement de tous les malheurs qui ont affecté la région depuis une cinquantaine d'années. Merci Bernard Orcade. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir aidé à comprendre justement ce qui se passe aujourd'hui et puis quels sont évidemment les risques de cet embrasement qui menace évidemment toute la région. On va maintenant s'intéresser également aux intérêts français, savoir quelles sont les menaces également qui pèsent sur la France, que ce soit pour les ressortissants au Moyen-Orient, que ce soit également sur notre sol ici en France, en métropole. On en parle dans un instant avec Gilles William Goldnadel, avocat et essayiste. Écoutez d'abord ce que disait samedi matin le président de la République Emmanuel Macron. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. L'Iran a répliqué dans de très nombreux pays amis. Je souhaite que nous puissions prendre toutes les initiatives utiles pour que le travail diplomatique reprenne ses droits. Nous avons d'ores et déjà appelé à une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons multiplier les initiatives pour que la question se règle par la voie diplomatique, car nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien, de l'activité balistique, des déstabilisations régionales se régleront simplement par les frappes. L'intervention décidée unilatéralement par Israël et les États-Unis d'Amérique aurait mérité d'être débattue dans les instances collectives prévues à cet effet. Chacun aurait ainsi pu prendre ses responsabilités, car ce n'est qu'en se confrontant au Conseil de sécurité que le recours à la force peut revêtir la légitimité nécessaire. Bonjour Gilles-William Goldnadel. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes avocat essayiste, chroniqueur chaque semaine dans les pages du Figaro Vox. On vous lit toujours avec plaisir. On évoquait à l'instant les risques qui pèsent et les menaces sur cette guerre en Iran. Alors d'abord, est-ce que vous avez été surpris par ce qui s'est passé ce week-end et que vous inspire cette offensive majeure de la part des États-Unis et de la part d'Israël contre l'Iran ? Non, écoutez, je dois reconnaître, la surprise vient de la personnalité de M. Trump. Je m'attendais à tout et je m'attends à tout de la part de Donald Trump, qui est quand même quelqu'un d'assez changeant, versatile et un peu mégalomane, disons-le. Et donc, en tout cas, imprévisible. Imprévisible. Et donc, il était capable, effectivement, de le faire
comme de ne pas le faire. Et je vais vous dire encore quelque chose, je n'exclus pas qu'il arrête dans 8 jours. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire malgré tout un sentiment d'assurance limitée. Alors, en 2024, vous aviez publié votre journal de guerre qui revenait notamment sur les conséquences du 7 octobre, sur la sécurité notamment d'Israël et de la région. C'est l'Occident qu'on assassine, disiez-vous à l'époque. Est-ce que justement cette opération conjointe entre Israël et les États-Unis est, à vos yeux, quelque part la suite logique de cette volonté d'Israël de sécuriser, j'allais dire, la région? Je n'ai pas de doute, mais même sur le plan strictement pratique, pardon de vous le dire, l'Iran des mollahs, c'est le pays qui a armé le Hamas et le Hezbollah. C'est proxy, avec son argent, avec ses conseils, donc il n'y a pas de doute que d'une certaine manière, l'Iran paye aujourd'hui les dégâts qu'il a occasionnés le 7 octobre. Sur le plan de la justice immanente, j'ai déjà vu des choses plus injustes que celle-là. Quand Israël parle d'attaque préventive à propos de cette offensive, on est en plein dans cela, on est en plein dans cette manière de dire c'est une attaque de notre part, mais c'est avant tout pour sécuriser notre territoire. Attendez, qu'on soit clair, et c'est pour répondre aussi aux grands spécialistes du droit international qui s'émeuvent justement qu'on n'ait pas consulté qui que ce soit. L'Iran des mollahs a déclaré la guerre à Israël dès le début. Il est dans l'ADN de la République islamique de détruire Israël. Chaque jour que Dieu, ou plutôt le diable, faisait, il défile dans la rue en disant mort au grand Satan, mort à Israël. Et d'ailleurs, il parle plutôt de l'entité sioniste. Et ils ont, encore une fois, je le répète, armé les ennemis d'Israël pour l'abattre définitivement. Donc, ils sont en guerre avec Israël. Ce sont eux qui ont déclaré la guerre à Israël dès l'arrivée de Khomeini à Téhéran. Donc, c'est pas tellement une guerre préventive, c'est un coup supplémentaire dans le cadre d'une guerre qui n'a pas cessé. Et c'est en ce sens, en tous les cas, on le disait tout à l'heure d'ailleurs, que Benyamin Netanyahou a pesé de tout son poids en faveur d'une intervention militaire en Iran. Il y avait plusieurs options sur la table, c'est celle-ci qui a été choisie. Et ce qui se passe en ce moment, et notamment l'élimination du guide suprême ce week-end, dans tous les cas, c'est une victoire quand même incontestable pour Benyamin Netanyahou. Il n'y a pas de doute que le samedi avant-hier, ça a été une bonne journée pour Israël et pour le monde. J'ai pas peur de le dire avec une emphase. Bien entendu, la mort d'un tyran sanguinaire, c'est rarement un mauvais jour. Alors, j'entends Madame Tondelier qui nous explique qu'elle eût préféré que ça se passe devant un tribunal, mais c'est un vœu tellement pieux qu'il est impie. La réalité, non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie qui est cruelle. Mais il y avait aussi, encore une fois, parce que j'entends des gens dire que non, mais il y avait pas ça pressait pas les armes balistiques, les armes nucléaires, mais bien sûr que ça pressait. Surtout encore davantage, je pense, sur le plan balistique. Alors peut-être que cela pressait, en tous les cas, ça ne nous a pas empêché d'être surpris par ce qui s'est passé. Nous entendions à l'instant, il y a quelques instants, Emmanuel Macron qui s'exprimait samedi matin, Jean-Noël Barrot également, le ministre des Affaires étrangères, et qui disait qu'il s'étonnait finalement de ne pas avoir été prévenu. Quel rôle pour la France dans cette guerre ? Pardon de faire une différence entre la France et l'actuel président de la République. Malheureusement, j'ai aucun plaisir cynique à vous le dire. Ça fait longtemps que je ne fais pas tellement attention à ce qu'il dit. Il y a un tel décalage entre le dit et le fait. Pardon, Monsieur Macron n'a pas marché contre l'antisémitisme. Contrairement à ce qu'il avait annoncé. Il n'a pas marché contre le Hamas qu'il voulait démanteler dans le cadre d'un front international lorsqu'il est allé en Israël. Donc il y a beaucoup... Je suis désolé d'avoir à vous dire que c'est souvent sous l'angle psychologique
du plaisir de parler que monsieur Macron se pose et pose. L'un de ses grands plaisirs, je pense, c'est quand il est allé à l'ONU reconnaître l'État de Palestine sans respecter ses propres engagements qui dataient de 15 jours auparavant, qui étaient quand même que les otages soient libérés. Mais vous évoquez le Oui. plaisir de parler. Est-ce Oui. que c'est pas là le drame, justement? Parce qu'au fond, on le voit une nouvelle fois dans cette opération, nous sommes réduits à un rôle de commentateur. Mais oui, mais ça, c'est le drame actuel politique français que nous vivons. J'en suis presque à compter les jours. Il ne se passera rien. Ils ne feront rien. Et ça tombe bien, on n'attend plus rien. Il n'a pas été consulté. Mais enfin, qu'aurait donné cette consultation, sinon de nouvelles tergiversations? Je n'ai pas beaucoup de plaisir à vous le dire, mais c'est ainsi. Et puisque l'on parle d'Emmanuel Macron, vous savez qu'il doit prononcer cet après-midi un discours sur la doctrine nucléaire française. Est-ce que vous pensez qu'il faut en attendre quelque chose? Je n'en attends rien. Qui est assez sévère avec le bilan du président. Mais mettez-vous à ma place. Il jouait les matamores, j'ai pas d'autres mots, même s'ils sont un peu déplaisants, s'agissant de l'Ukraine. Et là, vous avez un combat existentiel, en tous les cas pour Israël, mais important pour le monde, d'accord? Et pour le monde libre. Il aurait dû avoir à cœur de se mettre au milieu. Bon, alors il n'a pas été consulté, mais maintenant, rien. Donc non, moi, pardon de vous le dire, j'ai d'autres choses à faire. Dernière question sur cette thématique, et puis on va parler ensuite d'une autre actualité qui est importante et qui, je le sais, vous tient à cœur et pour cause. Oui. Beaucoup s'inquiètent des répercussions que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient pourrait avoir sur notre sol français, avec notamment le risque de représailles de cette menace terroriste. Vous avez vu que le ministère de l'Intérieur a relevé le niveau d'alerte en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Bien sûr. Le terrorisme islamiste, c'est quelque chose que je crains particulièrement, en ce compris le terrorisme iranien, qui a déjà, je vous signale, je vous donne encore un exemple, et ça fera le lien avec ce dont on va parler après. Vous avez un terroriste iranien qui a été arrêté en Belgique parce qu'il a participé à un attentat sur le sol français à Villepinte contre le mouvement des Moudjahidines d'Iran qui combat le Shah. Il a été arrêté en Allemagne et puis jugé en Belgique. Les Belges l'ont libéré comme ça, alors qu'il avait été condamné, pour que des otages belges soient eux-mêmes libérés. La France n'a émis pas, alors que ça s'était passé sur le sol français, pas même une protestation. Rien. Je veux dire, ce sont les preneurs d'otages qui dictent la politique de certains pays, dont, on le voit, la France et la Belgique. Donc oui, ça rend pas très sûr tout cela. Alors, ça rend pas très sûr. Évoquons la situation intérieure, parce qu'il nous reste quelques instants pour parler d'une autre affaire, je le disais, qui vous tient à cœur, qui vous a mis, je crois, en colère. Ce week-end, on se souvient du meurtre en France de Sarah Halimi, qui avait provoqué une vive opinion dans l'émotion. C'était en 2017, avec donc cette femme de 65 ans, on le rappelle, de confession juive, qui avait été rouée de coups, qui avait été défenestrée dans son appartement à Paris par un homme qui, par ailleurs, avait crié à plusieurs reprises à l'Akbar. Vous étiez, vous, au moment du procès, il y a quelques années, l'un des avocats de la famille, l'avocat notamment de la sœur de Sarah Halimi. Et alors, on a appris ce week-end que l'auteur de cet abominable meurtre, il avait été, on le savait, déclaré pénalement irresponsable, hospitalisé en psychiatrie depuis plusieurs années. Il bénéficiait de permission de sortie et il a récidivé ce week-end. Alors cette fois-ci pas pour meurtre, mais pour une séquestration avec vol d'armes pendant ses permissions. Comment avez-vous immédiatement réagi en tant qu'avocat de la famille de Sarah Halimi? Vous trompez. Je n'étais pas en colère. Cette affaire m'a plongé dans la résignation la plus totale par rapport à cette affaire. C'est-à-dire que, encore une fois, la juge d'instruction chargée du dossier, en vérité, n'avait qu'une seule peur, c'est que Traoré soit reconnu coupable pénalement pour un acte antisémite. Elle n'a jamais voulu me recevoir. J'étais quand même
l'avocat de la famille, puis de la sœur est pleuré. Jamais voulu me recevoir. C'est d'un mépris total pour les victimes. Moi, je ne parle pas de ma petite personne. Pour les victimes, moi, j'avais jamais vu ça. Et ensuite, il y a eu un rapport. Il y a eu un premier rapport de M. Zaguri, expert, qui disait que Traoré, bien qu'il soit drogué au cannabis, etc., à haute dose, était accessible à un châtiment pénal. Et au contraire, un autre a dit exactement le contraire. Alors on a et il a finalement été déclaré... Non, il y a un troisième qui a dit entre l'un et l'autre. Et finalement, il a été déclaré pénalement, irresponsable pénalement. Il a été déclaré irresponsable pénalement. Maintenant, ça n'est plus possible. Hein. Il y a une loi qui fait, elle n'existait pas à l'époque, que ça n'est plus possible. Et d'ailleurs, la cour d'appel de Versailles avait, dans une décision antérieure d'1 an, avait considéré qu'au contraire, la prise de drogue, c'était une circonstance aggravante. Hein. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, si jamais quelqu'un qui a pris de la drogue et qui écrase quelqu'un, un petit garçon sur un passage clouté, considéré qu'il est inaccessible à un sentiment pénal, c'est terrible. Mais moi, j'avais dit déjà à l'époque, quand c'est arrivé, cette histoire-là invraisemblable, j'avais dit, parce que c'était obligatoire, il va sortir et il va récidiver. C'était normal parce qu'il était prévisible que dès l'instant où il prenait plus de drogue, eh bien, il est normal, Traoré. Moi, je l'ai interrogé pendant les débats. Il n'avait pas pris de drogue pendant les débats. Je vous l'ai montré au juge, justement. Mais il vous répond très bien. Il n'est pas plus bête qu'un autre. Il vous répond très bien. Donc, on a appris très vite qu'il sortait de temps en temps de l'hôpital psychiatrique. Il avait des permissions de sortie. Mais moi, je comprends l'hôpital psychiatrique, puisque eux, ils déterminent si le type est normal ou pas. Donc vous, ce que vous visez, c'est plutôt ce qu'ont dit les juges. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un traitement idéologique dans cette affaire ? Bien sûr. Mais bien sûr. Traitement idéologique de la juge et également de la chambre d'instruction qui a même refusé, ce qu'on ne refuse jamais, une reconstitution sur les lieux en présence de Traoré. Mais je veux vous dire tout de suite quelque chose, c'est très important pour moi. C'est que je me montre là, et comme souvent, très critique envers la justice française. Mais c'est une partie de la justice française. Par exemple, l'affaire Knoll, j'ai défendu la famille Knoll juste après, c'est l'exact anti-affaire Halimi. Les juges, dans leur ensemble, se sont comportés normalement, donnant la chance à la partie civile, donnant la chance aux accusés, bien entendu. Croyez-moi, c'est très important à mes yeux. Donc, il ne faut pas jeter le discrédit sur l'ensemble de la justice française, mais malgré tout, je dois reconnaître, lorsque vous avez un syndicat de la magistrature qui représente 30% à peu près des juges syndiqués, quand on se rend quelque part, on ne se rend pas en sifflant. Les juges vous répondent, j'allais dire toujours la même chose. Ils vous disent, nous ne faisons qu'appliquer la loi. Oui, enfin non, mais cette réponse-là, elle ne veut strictement rien dire. Vous pensez que c'est de la mauvaise foi ? Ah ben je pense, il m'arrive de tomber sur des juges butés. Attendez, les juges du syndicat de la magistrature qui ont fait le mur des cons, ce sont des juges de bonne foi. Vous pensez que quand M. Sarkozy, il tombe sur une juge d'instruction du syndicat de la magistrature, il arrive en sifflant ? Mais c'est pas comme ça un être humain. Un être humain, même... non, vous n'êtes pas... D'ailleurs, le syndicat de la magistrature lui-même, dans ses écrits, écrit qu'ils ne veulent pas se comporter de manière totalement impartiale. Ils ont plus de sympathie pour celui qu'ils se considèrent comme le plus faible, même s'il se trompe complètement, que contre le plus nanti. Donc non, il y a une partie, j'affirme, qu'il y a malheureusement une partie du personnel judiciaire français qui n'est pas bon juge, si j'ose dire, et qui se conduit de manière idéologique. Et vous appelez aujourd'hui à ce que le procès autour du meurtre de Sarah Halimi soit rouvert ? Oh non, vous savez, en ce qui me concerne, moi, je n'y crois plus. Je vous le dis très franchement. C'est ce que demande la famille. Une partie de la famille. Non, mais je ne veux pas du tout entrer dans une polémique dans cette histoire. En ce qui me concerne, je dois vous dire que j'ai fait mon deuil, même si ça n'a pas été facile, de cette affaire.
Merci Gilles Gonel, merci d'avoir été avec nous. Avocat donc notamment de la sœur de Sarah Halimi dans cette affaire. Avocat, vous êtes également essayiste et je le disais, chroniqueur pour le Figaro Vox. On vous retrouve dans les pages du Figaro. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est toujours avec plaisir que l'on vous lit. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. Point de vue revient bien sûr demain midi et ce sera avec Anne-Emmanuel Isaac. Excellent après-midi à tous.